Euh, Bonsoir, bienvenue à tout le monde à la troisième séance du cycle de développement professionnel proposé par Saventurier École de la Recherche du LPI. Pour rappel, pour mémoire, ce cycle porte particulièrement sur 4 compétences que les enseignants et cadres éducatifs pourront mobiliser dans tout projet de développement professionnel qu'ils souhaitent lancer immédiatement ou dans un avenir proche. Ce cycle est concentré autour de 4 compétences que nous avons définies ensemble et auxquelles, à chacune des séances, nous essayons d'apporter des éléments de réponse. La première des compétences est savoir définir les objectifs d'un développement professionnel. En deuxième lieu, anticiper. Ensuite, comprendre les apprentissages et pour finir, collaborer. Lors de la première séance, nous avions accueilli Régis Mallet, membre senior de l'Institut universitaire de France et professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Bordeaux. C'était vraiment la séance inaugurale qui définissait le rôle et les retombées du développement professionnel tel que vu par la recherche. La deuxième séance, nous avons pu écouter Émilie Carossin, chercheuse à l'Institut d'administration scolaire à l'Université de Mons en Belgique, autour du thème de l'expertise enseignante. Comment on l'a définie et comment est-elle un levier en tant que tel du développement professionnel. Aujourd'hui, nous accueillons Alice Latinier, que toute la communauté Saventurier connaît très bien parce qu'elle est engagée auprès de la communauté depuis très longtemps, que ce soit en mentorat, en formation, dans les MOOC, etc. Et cette séance a un rôle particulier, une place particulière, parce qu'elle est concentrée sur la place qu'occupe la connaissance des apprenants comme levier du développement professionnel. C'est souvent un angle mort que les professionnels ignorent un peu. Pourquoi? Comprendre comment fonctionnent les apprenants, ça peut aider dans des projets de développement professionnel. En fait, de facto, juste pour lancer, lorsque les enseignants et les cadres éducatifs établissent un dialogue avec les professionnels autres que ceux qui sont dans les établissements scolaires, il s'agisse de spécialistes de la psychologie des apprentissages ou des professionnels des troubles des apprentissages, on peut observer un glissement de l'intérêt classique qui porte sur les programmes, sur les notions, les savoirs, sur la vie scolaire, vers l'expérience d'apprentissage elle-même. Alice est docteur en psychologie cognitive, spécialiste de l'optimisation des apprentissages. Après avoir effectué sa thèse et son postdoctorat, aujourd'hui Alice exerce comme consultante scientifique auprès de CogX, qui est une agence de conseil en sciences cognitives. Et je rappelle à nouveau, parce que vraiment, on a toujours eu la chance, depuis quasiment le démarrage des Saventuriers, de bénéficier du compagnonnage avec Alice. Et en plus de son emploi auprès de Cogix, Alice est également consultante auprès des jeunes entreprises de la EdTech française autour de tout ce qui est construction de leur outil d'apprentissage. Donc aujourd'hui, Alice va nous parler, je vais te laisser la parole Alice, aborder la question des processus cognitifs mobilisés lors des apprentissages et les leviers qui en découlent. Bruna Lobiondo, qui est présente, je ne sais pas si vous la voyez, et moi-même. Donc, Bruna est en charge est responsable de la formation et de l'ingénierie pédagogique au sein de l'équipe Saventurier. Nous allons modérer le chat, nous allons recueillir vos questions et les relayer auprès d'Alice. Il y aura des moments de la présentation où on pourra recueillir des questions avant de lancer la discussion à la fin. Je rappelle que ceux qui suivent les 4 séances de ce cycle pourront obtenir une attestation de suivi de la part du LPI. Et à la fin, je rappellerai que nous nous retrouvons le 23 mars avec Jean-Marie de Ketteleux. À toi, Alice. Merci. Merci beaucoup, Ange, pour le passage de micro. Bonsoir à tous et toutes. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Alors, d'une manière un peu étrange, mais à force, on est habitué. Donc, comme l'a dit Ange, l'objectif, c'est pas du tout de vous assommer avec de la théorie, mais c'est de vous montrer dans quelle mesure les connaissances issues de la recherche scientifique nous permettent de mieux comprendre déjà comment marche l'apprentissage. Et ce qui, moi, m'intéressait pendant mes recherches, et c'est ce que je transmets maintenant dans mon métier de consultante, comment on peut s'emparer de ces connaissances pour optimiser, pour mieux apprendre. Donc, on peut avoir le point de vue pédagogue que vous adoptez certainement ce soir, comment je peux mieux transmettre, donc apprendre à transmettre des connaissances en utilisant ces leviers qui découlent de la recherche. Mais en tant qu'apprenant, c'est plutôt la casquette apprendre à apprendre, comment je peux m'emparer de ces stratégies efficaces
et de ses recommandations, parce que c'est véritablement des recommandations pratiques pour mieux développer des compétences. Et j'insiste sur le fait que ce que je vais vous présenter, ce sont des universaux. Ils ont été répliqués sur plusieurs contenus, plusieurs populations, dans plusieurs contextes d'apprentissage, pas exclusivement que scolaires et très formels, mais aussi dans des cadres de formation professionnelle, de formation continue. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit que ces recommandations, elles ne sont pas pour un public d'apprenants, mais ça vaut pour tous et ça vaut pour tous les âges, surtout. Donc voilà, même pour vous en tant qu'apprenant, quand vous avez là, notamment aujourd'hui, la posture d'apprenant, c'est également valable pour vous. Donc voilà, le but, c'est vous apporter des connaissances intéressantes sur le fonctionnement du cerveau quand il apprend et évidemment des recommandations pratiques. Et puis, à différentes parties, je vais m'interrompre et puis vous pourrez poser vos questions via le chat si vous voulez, plutôt que d'attendre la fin pour poser vos questions et réagir. Donc, comme l'a dit Anne, je travaille dans une agence de conseil et de formation qui s'appelle Cogix. On a un site internet et on est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous avez envie. Donc, la première question que vous vous posez certainement, et puis vous avez sans doute déjà des connaissances sur le sujet. Peut-être que je ne vais rien vous apprendre là maintenant tout de suite. En tout cas, je vais confirmer des connaissances que vous avez déjà. Comment apprenons-nous ? Donc, ce n'est pas quelque chose que je sors d'un chapeau, hein, évidemment. Ce processus d'apprentissage, il a été formalisé, décrit par les cognitivistes, les chercheurs en psychologie. Et globalement, on découpe l'apprentissage en trois grandes étapes. La première étape, qui est l'étape d'acquisition, où on peut aussi retrouver le terme de encodage, c'est le moment où on découvre une information nouvelle, où on vit une situation nouvelle. Quand je dis information, c'est vraiment au sens très très large. Hein. Ça peut être j'apprends une procédure nouvelle, je découvre une connaissance théorique nouvelle, je vis une expérience totalement nouvelle. Et donc, tous mes sens sont en éveil, littéralement. Mon attention est aussi extrêmement mobilisée à ce moment-là. Et donc, j'essaie de récolter et de comprendre d'interpréter toute cette information nouvelle qui arrive à moi. Notre cerveau, il est dans une logique d'économie. Ce qui est nouveau là, maintenant, tout de suite, c'est tout à fait probable que ça me serve à un moment donné, qu'importe le contexte dans lequel on apprend une information. Donc, il va consolider, stocker, et c'est là que, évidemment, la mémorisation intervient. Souvent, on a tendance à confondre apprentissage et mémorisation comme un seul et même processus. Mais en réalité, la mémoire, c'est plutôt l'instance sur laquelle on a une trace de ce qu'on apprend, alors que l'apprentissage, c'est le processus. Donc la mémoire intervient évidemment dedans, mais pas que la mémoire. Et donc, on consolide parce qu'à un moment donné, cette trace-là, de cette information, de cette situation nouvelle, peut être utile. Et donc, je veux être armée, je veux avoir l'information accessible au moment où j'en aurai potentiellement besoin. Dans un cadre très formel d'apprentissage, l'apprentissage scolaire, on a en général une échéance qui est assez claire et qui est établie entre le pédagogue et les apprenants, qui est un examen, une évaluation, quelle qu'elle soit, peu importe. Donc, on connaît une date, donc on sait, on peut se projeter dans le temps quand est-ce que je vais devoir réutiliser la connaissance. Et donc, le processus de consolidation consiste principalement à réviser, qui est un espèce de terme un peu confus sous lequel on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, mais c'est plutôt le processus de consolidation. Je stocke, je fais en sorte que la trace encore un peu fragile de la nouvelle connaissance, elle s'imprime durablement parce que je vais avoir besoin de récupérer l'info à un moment donné qui est un examen. Et puis dans un cadre beaucoup moins formel, c'est plus difficile d'anticiper à quel moment on a besoin de cette information et à quel moment on va faire cet exercice de récupération. Et donc, en fonction du temps qui s'est écoulé entre les deux étapes, consolidation, récupération, vous vous rendez bien compte que la récupération, elle va être plus ou moins optimale.
Et donc, ce qui est intéressant dans ce processus d'apprentissage, c'est que chacune de ces 3 étapes, il y a vraiment une relation de dépendance. Je vais consolider correctement si j'ai bien encodé, si lors de la première étape, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour bien comprendre et interpréter. Sinon, je vais consolider n'importe quoi, une information fausse, et puis je vais bien récupérer ultérieurement si j'ai bien consolidé. Comment on fait en sorte d'optimiser chacune de ces 3 étapes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Quelque chose que je trouve, en général, c'est souvent cette diapo que je présente en premier, mais pourquoi on a besoin de se poser ces questions? Déjà, partir de constats. Pourquoi mieux apprendre et pourquoi mieux optimiser chacune de ces 3 étapes? Bien, les constats, c'est qu'en général, les cours ils sont délivrés par bloc, en silo. On appelle ça aussi de manière massée. Ce qui fait qu'on va peu souvent, alors je ne dis pas qu'aucun enseignant ou formateur le fait, mais c'est compliqué logistiquement. On va rarement revenir sur des connaissances qui sont vues au tout début. Et en fait, elles s'accumulent. On est vraiment sur... voilà, les connaissances s'accumulent les unes sur les autres. Et du coup, c'est difficile de faire du transfert parce qu'on revient rarement sur les connaissances précédentes. Un autre problème, c'est que du coup, ça rend assez passif les élèves. Et puis, un troisième constat, c'est que les tests, je vais beaucoup utiliser le terme de test aujourd'hui, ce n'est pas du tout un abus de langage, mais les tests sont envisagés comme une fin, une mesure de performance, une sorte d'indice de la qualité d'un apprentissage, mais ils sont très rarement envisagés comme un outil d'apprentissage à part entière. Donc plutôt comme un moyen au lieu d'une fin. Et un dernier constat, c'est que la métacognition, autrement dit la capacité des élèves, des apprenants à avoir conscience du processus d'apprentissage, il n'est pas suffisamment stimulé dans ces conditions-là, où les tests sont plutôt une fin, où les cours sont massés et où les élèves sont en général assez passifs. Donc, les conséquences qui découlent de ces constats, c'est que on va avoir en général une très forte tendance au bachotage chez les étudiants. Cette situation justement d'apprentissage massé les invite surtout à apprendre à la dernière minute et aussi d'un coup. On va aussi avoir, du coup, comme autre conséquence, c'est que les cours vont surtout maximiser la mémorisation à court terme, alors que ce qu'on veut, c'est plutôt qu'elle maximise la mémorisation à long terme. Mais comme on n'utilise pas suffisamment les tests comme du formatif, mais principalement comme du sommatif, en fait, les tests, ils arrivent trop tard pour non seulement consolider, mais aussi pour détecter des difficultés. Et du coup, ça génère peu de transfert de connaissances, comme je le disais tout à l'heure. Un phénomène qui se greffe là-dessus, et c'est un peu tous ces constats qui génèrent ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise, dont souffrent énormément d'apprenants, qu'importe leur âge, mais le fait qu'on n'arrive pas à projeter sa capacité de mémorisation maintenant tout de suite à celle qui arrivera plus tard, dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, on vient d'apprendre quelque chose aujourd'hui et on s'imagine que, imaginons, je vous fais apprendre une liste de mots, je vous fais faire un examen, vous avez tous 80% de bonnes réponses. Vous avez tendance à prédire que vous aurez toujours 80% de bonnes réponses demain, dans une semaine, dans 7 jours et dans 1 mois. Et c'est d'autant plus difficile chez les enfants qui ont encore moins conscience de cet oubli. Donc, autrement dit, on oublie qu'on oublie. Et ça vaut pour tous les contenus, que ce soit des connaissances faciles ou difficiles, qu'importe le niveau de complexité de la connaissance. Donc là, j'ai juste repris l'extrait d'une étude, mais il y en a plein d'autres qui montrent ça. Mais on n'arrive pas à imaginer ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et donc, on s'imagine que notre niveau de performance à un instant T sera le même au fur et à mesure du temps. Et donc, dans cette étude, on a demandé à des personnes qui apprenaient du contenu facile ou difficile de prédire ses performances, donc immédiatement 1 jour après l'apprentissage et 7 jours après l'apprentissage. Et on s'aperçoit qu'ils se sont radicalement plantés sur leurs estimations. Ils n'ont pas été conscients
de l'oubli qui allait être généré. Un point important, c'est qu'il n'y a pas du tout de révision qui intervient. Il n'y a pas de répétition et de réactivation de contenu qui intervient. Et donc, on observe vraiment cette fameuse courbe, cette décroissance exponentielle de l'oubli, où quand on ne révise pas, eh bien, on a cette chute qui est un peu inéluctable. Et comme vous le voyez, sur 7 jours, on oublie quasiment tout. Quand on est sur un contenu qui était difficile, où on n'a pas réussi à aller au-delà de 30% de maîtrise, et même quand on est à 80% de maîtrise, et finalement, 7 jours après, sans réviser, on est à moins de 50% des connaissances qui nous restent à l'esprit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il faut lutter contre cette illusion de maîtrise et même montrer ce type de résultat à ses apprenants. Et puis, il y a aussi d'autres difficultés. Alors là, j'ai littéralement repiqué ce schéma à un chercheur avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Jonathan Fernandez, qui forme des enseignants à l'INSPE de Créteil. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage autorégulé. Ça, c'est très difficile à mettre en place chez les élèves et ça demande beaucoup de connaissance de soi-même, d'intégrer les bons ingrédients. Et donc, en quoi ça consiste cet apprentissage autorégulé? C'est premièrement, la capacité à se fixer des objectifs d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle des buts de maîtrise. Je veux être capable de maîtriser quoi? Comment je vais y arriver? Comment je vais y parvenir? Donc, être capable de réfléchir, sélectionner des stratégies qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et puis, la dernière étape, surveiller et évaluer l'efficacité de tout ce cheminement. Et une fois qu'on arrive à faire ça en tant qu'apprenant, on est très autonome et en fait, on n'a presque pas besoin d'avoir des pairs ou des formateurs parce qu'on est capable de mettre en place soi-même ces différentes étapes. Vous qui enseignez, formez, vous avez bien conscience que c'est très difficile que ces 3 étapes se mettent intuitivement en place chez les apprenants. Mais on veut justement faire en sorte qu'en leur proposant des stratégies efficaces, sur le long terme, ça va les rendre de plus en plus autonomes et ils vont être de plus en plus capables de mettre en place ces 3 étapes. Quand tout se passe très très bien, j'ai fixé les bons objectifs, j'ai été capable de les formuler correctement, j'ai utilisé les bonnes stratégies, j'ai utilisé les bons indicateurs de mesure de l'efficacité de mon apprentissage. Eh bien, on est dans un monde idéal où je suis capable en permanence de prendre les décisions optimales pour apprendre. Mais souvent, il y a au moins une étape qui rate. Souvent, ce qui se passe, c'est quand ça rate à la première étape, c'est parce qu'on n'a pas bien identifié ce qu'on attendait de nous en termes je parlais de but de maîtrise. On m'a proposé des exercices et en fait, je ne sais pas à quoi ils mènent. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment des consignes orientées autour d'objectifs pédagogiques très, très clairs, très tangibles, très mesurables et finalement courts dans le temps. Quand ça ne marche pas à la deuxième étape, c'est que je n'ai pas sélectionné les bonnes stratégies d'apprentissage parce que je ne les connais pas. Je n'ai pas eu accès à cette connaissance de comment on apprend efficacement. Mais ça peut être aussi, j'ai quand même ces connaissances-là, mais je ne les ai pas mises en place comme il faut. Donc, c'est des stratégies qui sont connues, mais je sais que, par exemple, utiliser des quiz, c'est bien pour consolider, mais je ne les ai pas utilisés de la bonne manière. Et puis, quand ça ne fonctionne pas à la dernière étape, du coup, on a une grande difficulté à estimer la qualité de son apprentissage. On ne sait pas trop bien, on n'arrive pas à prendre du recul. Est-ce que je serai prêt lors de l'examen? Donc, quand on cumule toutes ces difficultés, parce qu'on n'a pas un apprentissage autorégulé, ça va impacter négativement plusieurs variables. La première, la qualité des apprentissages, donc ça va au-delà du niveau de rétention ou de mémorisation, mais ça peut être le transfert, la capacité à passer d'un niveau à un autre. La confiance en soi, évidemment, ça altère vraiment la confiance dans nos capacités à apprendre. Et puis, évidemment, par ricochet, la motivation à apprendre. Donc, tout ça pour vous dire que c'est difficile à mettre en place cet apprentissage autorégulé, mais vous pouvez accompagner vos élèves sur chacune de ces 3 étapes. Et puis, une fois que vous voyez qu'ils sont bien capables de fixer des objectifs, on va définir ensemble des stratégies qui correspondent à chaque objectif. Puis ensuite, comment on va bien mesurer.
Et c'est vrai qu'il faut vraiment entraîner les élèves à être dans ce processus un peu permanent d'introspection et d'auto-évaluation. Donc, à quoi nous servent les sciences cognitives ? Pour optimiser l'apprentissage, on a accumulé beaucoup de connaissances parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été produits. Et donc, à force, on arrive un petit peu à démêler ce qui fonctionne de ce qui fonctionne moyennement, voire pas du tout. Et donc, s'emparer de ces connaissances-là pour carrément, peut-être un jour, orienter des pratiques pédagogiques à l'échelle, enfin, d'un point de vue systémique, que des décisionnaires politiques puissent intégrer aussi ces recommandations pour mieux former et armer les enseignants et mieux former et armer les élèves. Un éclairage que vous connaissez sans doute, qui est devenu vraiment un éclairage universel formalisé par le chercheur Stanislas Dehaene, c'est ce qu'on appelle les 4 piliers de l'apprentissage. Je reviendrai plus tard dessus. Donc ça fait partie des connaissances en formation. Voilà, je parle principalement de ça et on détaille chacun de ces piliers et comment on peut les mettre en place. Ce que je vous ai présenté plutôt, une connaissance fine du processus d'apprentissage, ça nous permet de mieux comprendre à quelles étapes, à quel moment il y a un point de blocage chez l'apprenant. Et puis cette fameuse métacognition où c'est difficile à modéliser, mais on a de plus en plus de connaissances sur qu'est-ce que ça intègre et les différents morceaux de la métacognition, comment on peut aller agir dessus. Et puis là aussi, c'est un courant de la recherche qui finalement est assez récent. Vous avez peut-être entendu parler des travaux de Steve Masson sur le circuit de la récompense. Donc, autrement dit, la motivation à apprendre, où on a envie de créer cette boucle vertueuse entre le désir d'apprendre, je fais l'action d'apprendre, j'en tire de la satisfaction, ce qui me donne encore plus envie d'apprendre, et ainsi de suite. Donc là, on commence aussi à de mieux en mieux comprendre les mécanismes, et même à l'échelle en fait anatomique et du fonctionnement des neurones, on arrive de mieux en mieux à comprendre comment ça fonctionne en situation d'apprentissage. On a aussi des travaux sur ce qu'on appelle la dualité de la pensée. Donc, c'est un peu mettre en opposition un système qui est dit très rapide, très automatique, un peu instinctif, intuitif, qui est assez efficace dans certaines situations d'apprentissage. Mais la plupart du temps, il vaut mieux être sur un système 2 qui est plutôt contrôlé, où c'est directement lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'apprentissage autorégulé. Et donc, comment on s'empare de ces deux systèmes dans l'apprentissage. Il y a un champ de recherche énorme sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, comment ils viennent complètement perturber l'apprentissage alors même qu'on met en place les bonnes méthodes, et ne surtout pas sous-estimer le poids de ces biais socio-cognitifs qui sont la plupart du temps inconscients, automatisés, très ancrés. Mais les connaître, c'est être là aussi mieux armé quand on est apprenant et quand on est formateur. Vous avez sans doute entendu parler de travaux sur ce qu'on appelle la charge mentale ou la charge cognitive, et puis tout un tas de travaux sur le filtre attentionnel. Ça, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les pédagogues. Comment on arrive à maintenir la concentration et l'attention des élèves. Et enfin, évidemment, le rôle des émotions, où là, je vous avoue que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais il y a quand même de plus en plus de travaux sur le poids des émotions dans le processus d'apprentissage. Comme vous le voyez, le spectre est large de l'action des sciences cognitives pour optimiser l'apprentissage. Et donc, ces connaissances peuvent permettre alors j'aime bien ces termes-là, c'est de stimuler le vouloir apprendre, le savoir apprendre et le pouvoir apprendre. Et quand on a réussi à stimuler et favoriser ce triptyque, c'est ce qu'on appelle avoir appris à apprendre. Donc, ces fameux 4 piliers de l'apprentissage, sans rentrer dans le détail, mais j'ai mis de ressources à la fin, vous pourrez aller plus loin. Mais l'objectif, c'est de poser le premier pilier qui va être indispensable pour la première étape de l'apprentissage, l'acquisition. C'est créer des situations favorables pour maintenir l'attention des élèves avec des objectifs clairs. Donc, c'est bien calibrer la durée des activités, bien calibrer le niveau de difficulté des activités. Si c'est trop facile, on va générer de l'ennui et là, l'attention, elle va ailleurs. Et si c'est trop difficile, à l'inverse,
on va créer une situation de stress face à un niveau inatteignable de connaissances, et finalement l'attention va être aussi détournée. Et puis, préserver l'attention, c'est aussi prendre en compte le fait qu'on est dans des environnements où il se passe plein de choses, on est aussi très sollicité. Si vous êtes dans des situations d'apprentissage en distanciel, vous ne savez pas ce que les gens font en même temps qu'ils vous écoutent, et donc ça génère des situations de multitâches qui dispersent notre attention, et comme notre attention elle est limitée dans le temps, mais elle est aussi limitée en termes d'espace, de quantité d'informations qu'elle peut contenir, il faut être capable de limiter la quantité d'informations en un laps de temps raisonnable, sinon elle se divise en tout petits morceaux, et en fait elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit, et surtout elle ne fait plus rien rentrer en mémoire pour l'étape de consolidation. Le deuxième pilier, c'est l'engagement, donc le fait d'investir cognitivement, moi j'appelle ça cognitivement, par l'effort, nos apprenants, en les mettant dans des situations où ils sont sans cesse en train de mobiliser et les connaissances fraîchement acquises et des situations de mise en pratique où on rend le plus concret possible les connaissances. Et s'ils ne font pas cet effort-là, on va avoir des connaissances qui sont très fragiles et qui ne se consolident pas. Donc, il y a plein de moyens d'engager les apprenants. Globalement, éviter de corriger trop vite un exercice, même s'ils ne savent pas, leur laisser un peu un temps de latence où ils sont obligés de faire un effort de compréhension pour apprendre en profondeur. C'est en général beaucoup plus efficace que de tout de suite donner la réponse à un exercice où ils n'ont pas pu faire cet effort un peu de compréhension. Et puis, globalement, tout ce qui va être de l'ordre de réflexion en collectif ou individuelle, du quiz, stimuler leur esprit critique, tout ça, ça les engage cognitivement. Le troisième pilier qui va avec, c'est le fait de corriger les erreurs. Donc, ce n'est pas seulement dire c'est juste, c'est faux, tu as raison, tu as tort, mais c'est dire pourquoi cette réponse, elle n'est pas totalement vraie, mais aussi pourquoi elle est vraie. Et donc, aller dans une logique aussi de renforcement positif et de correction quand la réponse n'était pas la bonne. Et puis, essayer d'identifier pourquoi. Est-ce que c'était la procédure qui était mal mise en place, ou c'était vraiment une erreur de compréhension de la connaissance théorique? Et donc, ce feedback, il vient vraiment guider, enrichir et faire une mise à jour des connaissances chez l'apprenant. Donc, c'est indispensable. On ne peut pas laisser les apprenants sur un exercice qui n'apporte aucune correction et qui ne vient pas valider, invalider, corriger et surtout identifier l'origine de l'erreur. Et le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, donc autrement dit, envisager l'apprentissage sur le long terme, le planifier l'apprentissage sur le long terme, et plutôt que d'envisager du masser en bloc et les connaissances les unes à la suite des autres, c'est créer de l'espacement, les entremêler. Intégrer, j'ai envie de dire, ça se rajoute par-dessus ces piliers, mais c'est en fait un peu un cinquième pilier, c'est favoriser la motivation, parce que c'est bien joli de mettre en place ces 4 piliers, mais si finalement les apprenants n'ont pas envie d'apprendre, c'est pas que ça sert à rien, mais en tout cas on ne va pas au bout de la démarche d'optimisation. Et il y a un modèle que moi j'aime beaucoup qui a été proposé par Steve Masson. Sa logique, c'est de dire que pour que tes apprenants soient motivés, il faut qu'ils réussissent. Ce n'est pas parce qu'ils ont d'emblée envie d'apprendre. En fait, la motivation, elle ne vient pas comme ça de nulle part. C'est parce qu'on a créé des situations de réussite dans un premier temps que ça leur donne envie d'apprendre. Et après, on crée cette rétroaction positive. Puisqu'on m'a donné envie d'apprendre parce qu'on m'a mis dans des situations de réussite, alors j'ai encore plus envie de mettre en place des efforts et ainsi de suite. Et il y a cette balance entre des efforts que je suis prêt à mettre en place pour réussir en fonction des ressources qu'on me donne, des moyens qu'on me donne, l'investissement que je suis capable de mettre. De cette réussite en découlent des bénéfices qui sont hyper tangibles, hyper concrets, que je peux voir, que je peux observer, et qui relèvent des compétences utiles et mobilisables tout de suite maintenant, ma capacité à transmettre ces nouvelles connaissances à d'autres personnes, être satisfait de ces nouvelles connaissances, sentir une efficacité que je n'avais pas avant, maintenant que j'ai ces connaissances, avoir la reconnaissance des pairs aussi, c'est en général un bénéfice extrêmement puissant.
Et puis évidemment, avoir ressenti du plaisir. Et comme on a été dans des situations d'apprentissage de réussite, je ressens du plaisir. Et donc, tous ces bénéfices vont faire qu'on a envie d'apprendre. Ce qui va faire aussi qu'on va être dans des situations de réussite, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, mettre en place les 4 piliers de l'apprentissage, donner beaucoup de feedback, envisager des buts de maîtrise plutôt que des buts de performance et être dans ce qu'on appelle un état d'esprit dynamique. Donc tout ça, c'est un peu le savoir apprendre. Là, ici, les efforts, c'est le pouvoir apprendre. Et puis, on retrouve ce yin-yang, cette balance entre effort et bénéfice qui doit bien rester à l'équilibre. Donc, des stratégies d'apprentissage efficaces qui marchent. Il y a quoi concrètement? Donc, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il y a un article qui récapitule un peu, qui a classé toutes ces méthodes-là. Donc, sans rentrer dans le détail de chacune, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus c'est passif et moins c'est efficace. Malheureusement, ce sont les méthodes les plus utilisées. Et plus c'est actif et plus c'est efficace. Donc, se tester, être dans des situations de quizzing, mise en pratique permanente, ce sont des situations d'apprentissage efficaces. Donc, efficaces, c'est-à-dire que scientifiquement, on a montré qu'elles étaient plus efficaces que celles qui sont en bas là, de cette liste. On retrouve le fameux étaler les révisions dans le temps, espacer les révisions dans le temps. Et puis après, on a un peu, on va dire, des méthodes intermédiaires en termes d'efficacité qui ne vont pas systématiquement être efficaces, mais qui, selon les situations, peuvent quand même apporter un certain bénéfice. Et puis, le fameux surlignage, faire des fiches, utiliser des images mentales, les moyens mnémotechniques qui ont vraiment leurs limites. Là, scientifiquement, on a des preuves qui nous disent ça a une efficacité faible sur la mémorisation à long terme. C'est pas que c'est totalement à proscrire et plus jamais il faut le faire, mais c'est qu'à elles seules, elles ne permettent absolument pas de maximiser sur le long terme. En revanche, si on panache un peu tout ça, eh bien, on peut se dire qu'on va augmenter l'efficacité. Donc, l'effet de test et d'espacement, c'est un peu les deux effets qu'il faut retenir et essayer, vous, d'expérimenter et de mettre en place dans vos pratiques. Comment on peut… l'effet de test, là, j'ai juste pris 2 études parmi des centaines qui l'ont montré, mais globalement, c'est il vaut mieux faire des tests que de relire X fois un contenu. Donc, à temps équivalent d'apprentissage et de révision, plus je fais de tests et plus je vais mémoriser sur le long terme, moins j'en fais et moins je vais mémoriser sur le long terme. Et on observe des bénéfices du testing aussi bien à la fin d'un chapitre qu'à la fin d'un semestre et aussi à la fin d'une année scolaire. Donc, ce bénéfice, il perdure dans le temps. Et globalement, les études qui comparent, donc, comme je vous disais, ces deux méthodes, on propose à des gens de lire un cours, des nouvelles connaissances, à la moins bonne stratégie si on leur dit vous relisez une seconde fois, et puis dans X jours, on vous fera un examen. Et on contraste ça avec… Alors, pourquoi je n'ai pas l'animation qui va avec? Je suis désolée. Voilà. On contraste ça avec… vous lisez le cours et ensuite, on vous emmène tout de suite vers de la récupération en mémoire, des tests, des quiz, des exos qui vont permettre d'ancrer les connaissances. Et là aussi, on donne un examen. Et en fait, ce qui explique les bénéfices, c'est que déjà, on fait un effort de mobiliser, donc ce fameux engagement effort cognitif. On va renforcer tous les chemins qui mènent à une information et en plus de ça, on va multiplier le nombre de chemins qui mènent à cette connaissance clé. Et les bénéfices plus indirects, c'est qu'on est plus attentif, plus engagé. Ça nous permet de faire un état des lieux sur le niveau de connaissance qu'on a, éviter les illusions de maîtrise. Et puis aussi réduire l'anxiété vis-à-vis des évaluations. Vous l'avez peut-être remarqué, mais plus on fait du formatif, plus le jour J de l'examen très formel, où on a une vraie note qui compte, et en fait, comme on a été beaucoup habitué à être régulièrement dans des situations de test, c'est moins stressant. Et comme c'est moins stressant, en général, on est aussi beaucoup plus productif et beaucoup plus performant. Et donc, parmi ces effets indirects que je vous disais tout à l'heure, il y a une étude très jolie où on a regardé la capacité des gens justement à prédire leurs notes. Vous savez ce que je vous montrais tout à l'heure, à prédire un niveau de performance dans le temps.
Donc, quand on a fait faire beaucoup de tests pour apprendre à des personnes, à des apprenants, ils vont avoir une meilleure capacité à prédire leur future performance par rapport à ceux qui ont juste fait de la relecture. Ça les a complètement, on va dire, induits en erreur sur leur niveau de connaissance. Et donc, entre leur prédiction et la réalité, il y a un delta important. En l'occurrence, dans cette expérience, il y avait 3 points de différence. Donc, on va aller vraiment réduire cette estimation entre ce que je pense être ma future performance et la réalité, parce que j'ai fait beaucoup de quiz, parce que j'ai été témoin régulièrement de ma progression et des erreurs que je fais encore. L'espacement, j'en parlais tout à l'heure. Donc là aussi, si on compare un peu dans une étude typique, qu'est-ce qu'on compare? On a en général une situation où on propose à des gens de lire du contenu et immédiatement après, on leur dit réviser. On laisse un laps de temps s'écouler et on leur propose un examen. Et dans un régime ou un planning espacé, après la lecture du contenu, enfin je dis la lecture, mais ça peut être la présentation en cours du contenu, on va insérer du temps, donc ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, avant de faire de la révision. Et à l'intérieur de cette étape de révision, on a même 2 types de planning espacé. Un qui est dit uniforme, c'est-à-dire qu'on va réviser avec le même intervalle de temps entre chaque séance de révision. Et un autre qui est dit expansif, où là, on va augmenter progressivement l'espace entre chaque séance de révision. Et ces 2 plannings d'espacement, ils sont efficaces exactement de la même manière. Donc, c'est plutôt une question de préférence et facilité à mettre en place. Mais donc, l'espacement, ça consiste en ça. Et là, on retrouve un petit peu les mêmes effets que pour le testing. Ça impose de faire un effort de récupération en mémoire qui est d'autant plus important parce qu'entre chaque séance de révision, j'ai un tout petit peu oublié, mais cet oubli, il est bénéfique parce que je m'oblige à devoir me rappeler. Donc, je réactive en faisant un effort qui est extrêmement efficace. Et puis, ça laisse le temps à tout un tas de processus moléculaires de se mettre en place, d'ancrage. On oublie ça, mais globalement, l'ancrage, ça se matérialise par un comportement, une bonne note, certes, mais c'est avant tout des connexions, un renforcement des synapses dans un réseau de neurones. Et donc, en espaçant les apprentissages, on laisse le temps à ces fameux processus moléculaires de se mettre en place, ce qu'on ne permet absolument pas quand on bachote. Et puis, du coup, comme on a tendance à réviser dans des contextes un petit peu différents à chaque fois, ces contextes différents, ils viennent en fait renforcer l'expérience apprenante. Et le jour J, au moment où on récupère, eh bien, comme on a appris dans différents espaces, peut-être avec différentes personnes, avec différents exos, eh bien, ça augmente les chances de bien récupérer. Donc, j'en ai déjà parlé, mais donc, on a aussi un effet d'alternance de contenu où pour une même thématique, on va aller panacher un peu différents exos et on va aller les alterner plutôt que d'apprendre les connaissances exo par exo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de présenter jusqu'à présent? Bruna, oui, il y a déjà quelques questions pour toi, Alice. La première, c'est une question de Najat. Je pense que tu as déjà en partie répondu, mais elle voulait des exemples de biais cognitifs. Oui. Et puis l'autre question, c'est Hélène qui demande si l'âge de l'apprenant a une influence sur l'efficacité de l'apprentissage et si c'est plus ou moins facile selon les âges. Alors, par rapport au biais cognitif, il y en a un que j'ai déjà un peu évoqué, c'est cette fameuse illusion de maîtrise. C'est vraiment un très gros biais, hein, cette incapacité à se projeter dans le temps, à projeter sa mémoire dans le temps. C'est un des plus gros biais dans l'apprentissage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'illusion de croyance. Où on est persuadé qu'une croyance est la bonne, qu'une connaissance est la bonne. Et du coup, on va aller chercher que les informations qui la confirment. Et donc, on va attribuer aucune validité à des gens qui pensent différemment ou qui ont une connaissance un peu différente. Donc, on va occulter toutes les explications qu'ils pourraient avoir. Ce qui est dommage, puisque c'est un véritable enrichissement pour mieux comprendre une connaissance.
On a aussi ce qu'on appelle l'illusion de fluidité. C'est cette sensation que toutes les informations qui nous parviennent, elles sont captées par nos sens à un niveau maximal d'efficacité et du coup, j'ai cette impression d'engranger tout, aussi parce qu'on est dans des environnements numériques où tout va extrêmement vite, où on a des pop-up, des notifs tout le temps partout. Du coup, ça crée cette illusion de fluidité où comme notre attention, encore une fois, on a l'illusion qu'on fait du multitâche, l'illusion que notre attention, elle est partout à la fois. Et donc, on a l'impression que voilà, toutes les informations défilent et on les engrange parfaitement à 100%. Donc, c'est une des pires illusions. Puis, il y a l'illusion de connaissance, qui est un peu comme l'illusion de maîtrise. Je suis persuadée que je maîtrise 90% de mon cours. Et puis, au moment où on me fait faire un examen, j'en ai pas fait un seul pour savoir où j'en étais. En fait, je me plante complètement. Après, il y a une typologie hallucinante de biais cognitifs. Je ne les connais pas tous. Mais voilà. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les biais socio-cognitifs. Donc là, ça vient plutôt… alors, on l'a aussi à l'échelle des apprenants, mais un très gros biais socio-cognitif que vous connaissez tous. Je suis une fille et donc, par définition, je ne suis pas bonne en sciences. Ou je suis un garçon et par définition, je ne suis pas bon en langue. Donc ça, c'est un énorme biais socio-cognitif extrêmement difficile à construire et qui, en plus de ça, est nourri par les stéréotypes. Et un autre biais socio-cognitif connu, c'est le biais de l'origine sociale. Je sais que comme je viens d'un milieu plus défavorisé où peu de gens ont fait des études, j'ai plus de risques d'être en échec scolaire, je suis par définition moins intelligent et moins bon que les autres. Et ça aussi, c'est malheureusement un biais cognitif extrêmement difficile à déconstruire. Mais en tant que pédagogue, je pense que c'est indispensable d'avoir conscience de ça et on les nourrit un peu soi-même. Malheureusement, on ne va pas du tout se comporter de la même manière vis-à-vis des élèves qui sont dans des milieux un peu plus défavorisés par rapport à ceux qui sont dans des milieux plus favorisés. Parfois, c'est de la discrimination positive même. Mais en tout cas, voilà, un peu tous les biais qui me viennent à l'esprit comme ça. Et l'autre question, c'était sur l'âge. Donc, ce qui est certain, c'est que le phénomène de plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait que notre cerveau se recalibre et malléable, il bouge en fonction de nos apprentissages, c'est-à-dire qu'il va renforcer des réseaux, mais aussi désactiver des réseaux quand on n'a plus besoin des connaissances. Ça, c'est aussi dans une logique d'économie et c'est important. Ce phénomène de plasticité où il y a une reconfiguration anatomique qui perdure toute la vie, vraiment dès notre premier jour et puis jusqu'à la fin. Il est beaucoup plus actif, vous savez, cette fameuse expression « les enfants sont des éponges », c'est un peu le reflet de la plasticité cérébrale. C'est effectivement beaucoup plus… c'est un processus qui fonctionne à plein régime pendant l'enfance, mais il perdure à l'âge adulte. Et on a des expériences très belles aussi qui montrent que à 70 ans, on peut aussi bien apprendre une nouvelle langue que quelqu'un qui a 20 ans. C'est juste pour atteindre une même performance, on va avoir besoin de plus de temps parce qu'en fait, on a accumulé dans sa vie plus de connaissances et donc pour intégrer ces nouvelles connaissances dans on va dire, un tiroir qui est beaucoup plus rempli, ça prend plus de temps. Mais on va aussi avoir des régions cérébrales différentes qui sont activées chez des personnes plus âgées où on va aller mobiliser des ressources un peu différentes, souvent dans la mémoire autobiographique. Donc ça, c'est très intéressant. On va aller solliciter plutôt des régions de la mémoire plus personnelles que des personnes qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont moins vécu de choses. Donc, on va aller faire en sorte d'avoir la même performance, mais comment on dit, en trichant un peu et en ayant des stratégies un peu différentes de recrutement de régions différentes. Mais on apprend de la même manière. Je suis un peu tarée sur ce genre de message, mais j'insiste sur le fait qu'on peut vraiment apprendre tout à tout âge. Ça, c'est super important à retenir. Merci beaucoup Alice. En fait, il y a une autre question qui est posée par Stéphane qui demande, je la lis littéralement, que dire de la charge des programmes pour mettre en place la consolidation de manière expansée? C'est un gros challenge. En fait, je pense que c'est le plus frustrant pour moi. Je pense que c'est sans doute un des conseils une des stratégies les plus efficaces. Quand on regarde les études scientifiques là-dessus, on a vraiment des tailles d'effets monumentales de l'apprentissage expansé. Mais les programmes ne sont pas du tout pensés pour ça.
Et pourtant, on a des examens nationaux qui demandent aux élèves d'être capables de maîtriser tout ce qu'ils ont vu depuis le début de l'année. Donc, en fait, on est sur une évaluation cumulative, mais on ne leur a absolument pas permis de maximiser cet événement-là de fin d'année. Donc, les bacs blancs, les brevets blancs, c'est efficace d'une certaine manière parce que ça les oblige à revenir sur des connaissances plus anciennes. Mais en fait, si les programmes ne sont pas pensés de base pour intégrer l'espacement, je ne vois pas comment, à l'échelle d'un enseignant, on peut aller créer cet espacement parce qu'on prend le risque surtout de ne pas tenir le programme. Donc, je n'ai pas vraiment de solution parce que je pense que là, ça vient vraiment d'une histoire de comment repenser les programmes. C'est une réflexion de fond, hein, c'est indispensable. Mais à part inciter les élèves à eux-mêmes faire de l'espacement chez eux ou vous créer des petits plannings pour eux ou avec eux, vous n'allez pas pouvoir l'envisager sur toute une année scolaire. Donc oui, ça nécessite une reconstruction des programmes. Et voilà, je sais qu'en coulisses, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont faites là-dessus. Quand on voit les recherches scientifiques sur cet effet, on ne peut pas être ignorant, en fait. Surtout que ça marche beaucoup, beaucoup. Ça, je ne l'ai pas dit, mais le testing et l'espacement, ça marche d'autant plus chez les élèves en difficulté. Donc, on a tout intérêt à l'intégrer dans les programmes. Merci beaucoup, Alice. Et donc, il y a Stéphane qui rebondit sur ta réponse en disant à quand une restructuration des programmes? Et puis, il demande est-ce que l'écrit, il peut peser? Bon, l'écrit qui s'appelle maintenant Learning Plan Institute, nous, on l'espère. Voilà, ça fait partie Après, aussi de nos ambitions. Si on arrive à faire en sorte que tout un tas d'acteurs très variés, voilà. Mais c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Et puis, il y a, comme tu le dis, il y a un facteur multi-actorial qui fait que les programmes peuvent doucement évoluer, changer. Bouger, exactement. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je te laisse continuer. Juste une petite précision à propos de la feuille de margement que je vais mettre dans le chat. Elle est juste réservée aux personnes qui ont pu participer au premier 2 webinaires. Donc, pour ceux qui sont venus juste pour Alice ce soir, ce n'est pas nécessaire de remplir la feuille parce qu'à la fin du cycle des 4 webinaires, le Learning Planet Institute va délivrer une attestation de participation. Merci. À toi, Alice. Merci. De toute façon, vous aurez l'occasion encore de poser des questions si vous le souhaitez. Je sais que c'est difficile Voilà, il y a des questions qui vous passent par la tête et on ne peut pas répondre à tout, mais j'espère que la suite, ça va permettre de le faire. Alors, j'avoue que Voilà. Il y a un paramètre dont je ne vous ai pas parlé, mais vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Alors moi, j'appelle ça la zone de difficulté désirable. Je trouve que c'est un peu plus parlant plutôt que ce jargon qui est vraiment issu des études de Vygotsky sur cette zone optimale autour de laquelle un enfant est capable d'apprendre sans être en échec. C'est sans doute la difficulté, c'est sans doute le nerf de la guerre pour tous les enseignants, mais c'est quoi cette zone de difficulté désirable? Comment je la trouve? Et puis surtout, elle n'est pas la même pour tous les apprenants. Et donc, on en revient toujours à cette fameuse question de l'hétérogénéité, comment on la prend en compte. Tout ça pour dire qu'il y a à l'heure actuelle pas suffisamment de recherches qui montrent comment résoudre ce problème. Mais gardez à l'esprit que quand vous construisez vos activités, vos exercices, je pense que vous le faites déjà, mais la logique, c'est d'aller toujours vers du crescendo en termes de difficulté. Et pour moi, le milieu des jeux vidéo est un super exemple à suivre, mais je ne passe pas à l'étape suivante tant que je n'ai pas validé l'étape 1, je n'irai pas sur l'étape 2. Et donc, on a plein de jeux comme ça vidéo où je reste dans un même univers tant que je n'ai pas réussi à débloquer
toutes les étapes, tant que je n'ai pas rempli tous les challenges. Et ça fait revenir le joueur au tout début. Donc, ça crée un peu, on va dire, une légère frustration parce que ça donne l'impression que ça n'a servi à rien tout ce qu'on a fait. Mais en réalité, on avance un tout petit peu plus que la fois précédente. Et ça, je pense que c'est très applicable dans le cadre de l'apprentissage où parfois on grille les étapes et on se dit qu'on a fait suffisamment d'exercices avec le même niveau de difficulté pour passer à la difficulté suivante. Et en fait, on n'est pas resté justement suffisamment dans cette zone un peu de difficulté désirable où, en général, on la définit par c'est ce qu'un apprenant peut faire avec l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va réussir et avoir potentiellement besoin de solliciter son enseignant, son formateur. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Mais il va quand même y arriver. Et là où c'est plus désirable, dans un sens comme dans l'autre, c'est que c'est ce que je peux faire seule, sans l'aide de qui que ce soit. Donc, en fait, je suis dans ma zone de confort et au bout d'un moment, c'est devenu beaucoup trop facile. Donc, c'est plus vraiment désirable parce qu'en fait, on ne me donne plus l'opportunité de progresser et d'aller encore plus loin. Je reste sur mes acquis et voilà. Et l'autre extrême, c'est ce que je ne peux pas faire, même avec l'aide de quelqu'un. Et là, on est vraiment sur une difficulté trop importante. Et donc, pour moi, c'est un peu des indices qui va nous dire je suis ou pas dans la zone de difficulté désirable de mes apprenants. Et donc, quand on est dans cette zone de difficulté désirable, on va vraiment générer cette fameuse réussite indispensable à la motivation et aussi un sentiment d'autonomie. Où au fur et à mesure, au début, l'élève va beaucoup solliciter l'aide de son enseignant. Et puis, au fur et à mesure des exercices du même niveau de difficulté, il va de moins en moins le solliciter. Et quand il ne le sollicite plus du tout et qu'il a 100% de bonnes réponses, là, c'est bon, je peux passer à l'étape suivante. Et ce sentiment d'autonomie, il est vraiment indispensable pour l'engagement. Comme je vous disais tout à l'heure, le feedback aussi, qui est sans doute un des leviers les plus puissants, ce fameux effet de testing dont je parlais tout à l'heure, il est encore plus efficace en comparaison à de la relecture. Quand on rajoute du feedback, il y a une étude où ils ont comparé donc, une situation d'apprentissage où il n'y a aucun test d'apprentissage, que de la relecture pure. Une situation où je fais faire des quiz aux apprenants, mais je ne les corrige pas. Donc, vous voyez qu'on a quand même un gain de rétention en mémoire, mais on n'atteint pas 50% de bonnes réponses. Et puis, dès que je fais les mêmes tests et en plus de ça, je rajoute un feedback, et bien là, on augmente la proportion on augmente la réussite à un examen. Voilà. Un examen final. Donc, le feedback, il doit être le plus élaboré possible, il doit être le plus riche. Et en fait, donc, il y a une chercheuse qui a fait un très joli travail de synthèse que j'ai mis dans les ressources, c'est en français, où elle distingue les fonctions cognitives et affectives du feedback. Et donc, elle insiste sur le fait que c'est là pour évaluer la performance, ce qu'on appelle l'écart au but, ce fameux objectif que je me suis fixé au départ, jusqu'à quel point je l'ai atteint ou pas. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je reprogramme comme nouvelle activité ? Il aide à la réalisation d'une tâche parce que pour vous, ça fait vraiment office un petit peu de sur quelle étape mes élèves ont le plus besoin que je les accompagne. Et puis, ça permet de développer des connaissances parce que même quand j'ai réussi, comme je vous disais tout à l'heure, même si j'ai eu une bonne réponse, le feedback, il va peut-être m'apporter une vision supplémentaire, une explication supplémentaire que je n'avais pas et qui va encore plus enrichir et me permettre d'avoir à nouveau juste lors d'un prochain examen. Et évidemment, la fonction affective, ce feedback doit être bienveillant, pas de jugement de valeur, toujours être dans le renforcement positif. C'est pas grave, tu n'as pas réussi cet exercice aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mais demain, on le refera et tu vas le réussir. Donc, que l'apprenant ne se dise pas qu'un échec maintenant prédit un échec systématique dans tous les exercices à venir. Et donc ça, c'est vraiment indispensable d'insister sur tu verras, en t'entraînant plus, tu vas y arriver. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à atteindre le même niveau que les autres. Peut-être que toi, il te faut 3-4 exercices de plus. En fait, c'est vraiment pas grave parce que c'est ton rythme à toi. Et c'est pas important. Finalement, la vitesse à laquelle on apprend, c'est souvent un paramètre qui frustre les élèves.
alors qu'en fait, c'est plutôt une histoire de quantité d'entraînement et d'efforts qu'on a mobilisés. Là aussi, je me répète, hein, mais j'ai insisté sur ce qu'on appelle les buts de maîtrise par opposition à des buts de performance. C'est très difficile de faire sortir les élèves de ces buts de performance, mais je vous invite à reformuler avec eux tous ces buts. Mon but, ce n'est pas d'avoir la meilleure note, ce n'est pas d'être le premier voilà, parmi mes amis ou parmi ma classe, ce n'est pas d'avoir une récompense ou d'éviter une punition de mes parents, parce que malheureusement, les parents nourrissent un peu cet effet de but de performance. Mais qu'est-ce que je recherche vis-à-vis d'un apprentissage? C'est être capable de faire des choses que je ne savais pas faire avant, c'est être capable de les transmettre à des gens qui ne les savent pas encore, et donc vraiment renforcer ce côté, maintenant que tu sais le faire, je te propose de l'expliquer à tes camarades, et ça, c'est extrêmement valorisant, et ça, c'est des vrais buts de maîtrise. Et donc, les travaux de Carol Dweck, elle fait cette opposition entre état d'esprit fixe et dynamique, sortir de l'état d'esprit fixe où on a tendance à estimer que nos compétences sont figées, bloquées à un certain niveau, et comme c'est principalement dû à une forme d'intelligence innée qu'on sait faire ou ne sait pas faire, eh bien, ce que je ne sais pas faire maintenant, je ne saurai jamais le faire. Et c'est se dire qu'au contraire, puisque notre cerveau est doué de plasticité cérébrale, puisqu'on va utiliser des bonnes méthodes efficaces alors qu'on ne le faisait pas avant, eh bien, je vais pouvoir m'améliorer, et c'est en continu. En fait, c'est un peu à l'infini, cette amélioration. On n'atteint jamais, il n'y a pas vraiment l'effet plafond dans l'apprentissage. Moi, je n'y crois pas, parce qu'en fait, on s'améliore en permanence. Même quand on voit des musiciens qu'on qualifie de virtuoses, on oublie combien d'heures ils ont passé derrière cette capacité. C'est pas ils se sont levés un matin et ils savaient trop bien faire un morceau. Non, en fait, ils ont passé un temps infini, ils ont fait énormément d'erreurs, ils ont eu beaucoup de frustration, mais ils ont aussi passé beaucoup de temps à s'entraîner, à corriger leurs erreurs. Et c'est ça, la plasticité cérébrale et l'état d'esprit dynamique. Donc, il faut le cultiver et montrer que les erreurs, c'est un levier d'apprentissage et pas du tout un reflet d'une incompétence. Donc, j'arrive à la fin de cette présentation où je reviens un peu sur ce que j'ai dit au début, mais comment on stimule l'apprentissage autorégulé? Eh bien, dans cette première étape où on prépare, où on se fixe des objectifs, on se demande qu'est-ce qu'on apprend quoi, pourquoi faire et comment. Et quand on répond un peu à ces trois questions, ça rend l'apprentissage beaucoup plus concret, et du coup, on est beaucoup plus maître de ce qu'on est en train de faire quand on apprend. Et puis, évidemment, prendre les attentes de l'apprenant. Quand on est dans le cadre d'une formation professionnelle, parfois, elle est un peu subie, et parfois, on s'est inscrit parce qu'on avait vraiment envie, et on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes besoins et attentes chez tous les apprenants. Donc, il faut être capable de les évaluer. Et moi, en général, dans mes formations, même si c'est des enseignants qui viennent tous d'un même établissement, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins, et je fais en général un questionnaire préalable pour avoir connaissance de ces besoins et ces attentes. Parfois, on a des gens qui viennent par curiosité. C'est une attente en soi. Et parfois, on a des gens qui ont des besoins bien précis, où ils vont évoquer toutes les difficultés qu'ils ont et la raison pour laquelle ils veulent se former. Et donc, il faut mettre en adéquation ces objectifs, les objectifs d'apprentissage, avec ces attentes. Il faut qu'ils soient le plus corrélés possible. Ensuite, dans l'étape 2, où on passe à l'action, on va réaliser tout ce qui a été explicité dans la première étape. OK, donc je dois apprendre quoi, dans quel but, comment, quels sont les exercices qui vont me permettre de travailler le comment, quels sont les indices, indicateurs que je vais mettre en place pour savoir si le but est atteint. Et donc là, vous jouez un rôle évidemment clé dans cette étape-là. Et l'étape finale, le suivi, le résultat, la mesure de l'efficacité des étapes précédentes. Quelle est ma performance? Quelle est ma progression? J'avais quoi comme résultat hier? Quel est mon résultat aujourd'hui? Et qu'est-ce que je veux obtenir demain? Donc, pouvoir visualiser cette progression, c'est indispensable. Contraster les taux de réussite et d'erreur. C'est aussi le moment où on se demande quel feedback je reçois, quelle est la qualité de ce feedback, comment je m'en sers, est-ce que en fait, j'ai besoin qu'on m'en dise plus, est-ce que je vais ressolliciter mon formateur et mon enseignant. Et puis évidemment, la prise en compte de ces émotions qui sont positives ou négatives, et c'est là où on va décider si on reprogramme un cycle avec de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, de nouvelles procédures, et ainsi de suite.
La motivation, on distingue deux grandes composantes, intrinsèque et extrinsèque. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était tout ce qui était de l'ordre extrinsèque qui avait un poids important. Et maintenant, beaucoup revenu sur cette idée reçue. Et en fait, c'est plutôt la dimension intrinsèque qui joue, donc les fameux bénéfices dans le modèle de la motivation que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment la dimension facilitatrice. Je ne dis pas qu'il faut exclure toute motivation extrinsèque, hein, mais en tout cas, ce n'est pas celle sur lesquelles il faut mettre l'emphase. Donc, pour récapituler, on a vu différents leviers cognitifs et différents leviers métacognitifs pour optimiser l'apprentissage. Un, pour pouvoir apprendre, savoir apprendre et vouloir apprendre. Et un peu le toit de la maison, c'est la métacognition, cette capacité à réguler l'apprentissage. Une fois que j'ai réussi à mettre en place ces murs de la maison, le sol et puis le toit, eh bien, je peux rentrer littéralement à l'intérieur du processus d'apprentissage, et tout ça, ça va générer de la réussite et donc de la confiance, de l'efficacité, de l'autonomie et du plaisir. Et ça, en fait, c'est un peu la situation d'apprentissage optimale. Et évidemment, c'est difficile d'atteindre toutes ces étapes-là, mais voilà, j'espère avoir... ça prendrait en fait une journée entière, hein, pour faire une transformation des pratiques pédagogiques. Mais là, l'objectif, c'était un peu vous faire prendre du recul, stimuler un peu votre esprit critique sur tout ça, et puis aussi vous donner envie d'aller plus loin sur toutes ces ressources scientifiques. Donc, je me suis engagée auprès des aventuriers à faire une espèce de récapitulatif de tout ce que j'ai pu vous raconter ici, et puis surtout partager plein de ressources avec vous. Donc, c'est une liste non exhaustive, mais il y en a quand même beaucoup. Je ne sais plus où est-ce que je les ai mises. Hop. Je pourrais inclure ça aussi, c'est tout un tas d'outils que moi je conseille, des plateformes que j'aime bien pour mettre en place les différentes méthodes d'apprentissage efficaces. Et après, voilà, des recos, des listes d'acteurs très pertinents sur le sujet. Donc, vous pourrez explorer tout ça quand on vous l'enverra. Donc, je peux répondre aux autres questions. Merci beaucoup, Alice. Merci. Donc, déjà, il y a une question très pratique. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se la posent. D'Hélène, qui demande comment, en pratique, on peut faire travailler l'attention et la concentration. Et puis, il y a la question de David qui demande quelle est la position du ministère sur ces stratégies. Est-ce qu'ils ont sincèrement l'intention de mettre tout cela en place? Bon, ça, je ne sais pas si on peut répondre pour le ministère, mais... J'en fais pas encore partie, mais un jour peut-être. Voilà, donc oui, comment en pratique donc faire travailler l'attention, la concentration? C'est la question d'Hélène. Alors, en fait, c'est intéressant la formulation de la question, comment la faire travailler. En fait, on a tous une capacité d'attention, on a tous une capacité de mémorisation. En fait, elle est la même pour tout le monde parce qu'en fait, elle est calibrée. On parle souvent de filtre attentionnel. Moi, je le représente par un petit entonnoir. Et un entonnoir, ça a une taille finie. Et en fait, cet entonnoir, ce filtre attentionnel, il est le même chez tout le monde. Et à l'échelle d'une personne, il est le même toute la vie. Donc, on ne peut pas augmenter la capacité de l'attention, on ne peut pas augmenter la taille de cet entonnoir. Pourquoi? Parce que le filtre attentionnel, il priorise toutes les informations qui doivent rentrer en mémoire de travail. Cette mémoire de travail, c'est l'espace préalable à la mémoire à long terme. Et donc, on ne peut retenir que 7 informations du même type. Donc, si mon attention elle est dispersée dans tous les sens et elle fait rentrer 25 informations dans ce filtre attentionnel, on a un goulot d'étranglement et il y a tout et n'importe quoi qui rentre dans la mémoire de travail qui, de toute façon, comme elle est finie, elle est limitée dans le temps, elle est limitée en quantité, et bien au bout d'un moment, elle n'est plus capable d'intégrer quoi que ce soit. Donc, on ne va pas augmenter les capacités attentionnelles, c'est ça que je voulais dire. En revanche, par exemple, rien que parler de ce filtre attentionnel à vos élèves, ça leur fait prendre conscience qu'ils ne sont pas capables de retenir
plus que ce qu'ils imaginaient. Une expérience que je fais très souvent quand je fais ce type de présentation, je montre une liste de 5 chiffres aux gens. Je leur demande de la retenir quelques secondes. Je l'enlève et après, je leur demande, est-ce que vous pouvez me la réciter, mais à l'envers? Donc là, ça fait travailler à plein régime la mémoire de travail. Et quand on a 5 chiffres, on y arrive bien. Voilà. Et après, je leur propose de faire la même chose, mais avec 10 chiffres. Donc, c'est la même information. Hein. C'est extrêmement basique. Ça ne demande pas une compréhension. Il n'y a même pas à comprendre, en fait. Il n'y a pas de contenu complexe. Et bien là, on est en train d'exploser la capacité de notre mémoire de travail et de notre filtre attentionnel. Et là, vous pouvez faire le test chez vos élèves, ils n'y arriveront pas. Vous leur direz, oui, mais pourtant, c'était des chiffres, comme tout à l'heure. C'est juste que comme vous avez doublé la quantité d'informations à retenir, alors même que vous avez demandé en plus à vos élèves, il y avait une consigne extrêmement simple qui était de retenir cette suite de chiffres, ils n'ont pas réussi. Et bien là, déjà, on prend conscience que notre attention, elle a une limite. Et il y a une vidéo que j'adore sur Internet. Il faudrait que je la retrouve, je la mettrai dans les ressources. Mais c'est une petite scène qui dure 50 secondes où on voit des acteurs c'est un peu une espèce de Cluedo, un enquêteur qui doit trouver il y a un cadavre et il doit retrouver le meurtrier parmi 3 personnages. Et en fait, il y a 21 éléments du décor de la vidéo qui changent pendant ces 50 secondes. Et les gens ne sont capables d'en percevoir que 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre attention ne peut pas du tout être partout comme on l'imagine, cette fameuse illusion de fluidité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, non, on ne peut pas écrire un SMS quand on est au volant. Non, on ne peut pas être en train de suivre son cours en visio tout en répondant à ses potes sur WhatsApp. Et donc, il faut sacraliser ces moments, distinguer ces moments-là. Donc, moi, je dirais, pour inviter à stimuler la concentration et protéger, en fait, ce n'est pas activer l'attention, c'est protéger l'attention, c'est décider de règles ensemble. Pour les 30 minutes à venir, on ne va faire exclusivement que ça. Et en fait, même pour soi-même, expérimenter ce genre de choses, pendant 40 minutes, je vais mettre mon portable dans une autre pièce et je ne vais ouvrir qu'un seul onglet sur mon ordinateur. En fait, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile. Au bout de 10 minutes, on n'a qu'une envie, c'est de faire autre chose. Et puis, plus vous allez faire un peu tous les jours, comme pour la méditation, plus vous allez aller loin. Et c'est pareil comme pour le jogging, vous allez courir que 10 minutes au début, puis après 15, puis après 20 minutes, vous allez stagner. Et en fait, voilà comment on peut entraîner notre attention. C'est à résister pendant un laps de temps qui est raisonnable. On ne parle pas de tenir 2 heures sur une tâche sans rien faire d'autre. Et puis évidemment, la vertu des pauses. Ça, et le fait de changer aussi d'activité cognitive assez régulièrement. Si vous avez fait des tâches individuelles, passer sur du collectif et revenir sur de l'individuel, parce que ça ne mobilise pas du tout les mêmes ressources. Et puis aussi, des fois, juste faire l'expérience de la prochaine activité, on va la faire debout. Rien que ça, en fait, ça change le focus attentionnel. Vous allez voir, vos élèves vont bâiller quand vous allez faire ce changement de position, de posture. Mais en fait, l'attention, tout de suite, elle fait un reset. Donc, ça peut être, si vous décidez de faire un débat en classe, on va le faire debout. Ou alors, on va changer l'espace de la classe. Et puis, ça, en fait, tout ce qui va rafraîchir un peu et refocaliser l'attention va être bénéfique. Il n'y a pas besoin de déployer des moyens monumentaux. L'autre question, c'était est-ce que le ministère a conscience de tout ça et que va-t-il faire ? Déjà, il va changer le ministère là dans quelques mois. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure tous les chantiers qui ont été initiés jusqu'à présent vont être maintenus, mais on l'espère d'une manière ou d'une autre. Après, on est plus ou moins optimiste selon sur qui on va tomber, c'est sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que peut-être que vous connaissez l'existence du Conseil scientifique pour l'éducation nationale, c'est CESEN. Donc, c'est un peu ce comité de chercheurs, experts qui sont là pas du tout pour prendre des décisions pour l'éducation nationale, mais c'est plutôt un peu comme un comité d'éthique. C'est de faire de la veille, c'est d'éclairer, c'est de formuler des recommandations. Et après, les politiques sont, entre guillemets,
c'est à eux d'arbitrer et de décider ce qui va être mis en place. Il y a pas mal de choses qui ont été proposées, notamment sur l'apprentissage des fondamentaux de la lecture et des mathématiques, où il y a beaucoup d'expérimentations en France qui ont été déployées pour mesurer des effets ou l'absence d'effets. Par exemple, sur le fait d'avoir, comme on appelle ça, des classes mixtes, donc mélanger du CP, CE1 par exemple. En fait, on s'est rendu compte que ça peut être très bénéfique pour l'apprentissage par les pairs et justement et mieux surveiller la zone de difficulté désirable des élèves. Et donc, on a déployé des expérimentations pour vérifier les effets de ça. Donc, ce consortium, on va dire, conseil consultatif de chercheurs a apporté, c'est déjà la méthodologie expérimentale. Plutôt que de se baser sur des intuitions et puis du jour au lendemain faire une réforme où en fait ça va apporter aucun bénéfice, testons, on regarde ce que ça apporte véritablement pour les enseignants, pour les élèves, et ensuite on met en place à grande échelle. Donc on va dire que ça a eu au moins ce mérite-là. Et après, sur vraiment la mise en place de nouvelles pratiques, il y a un MOOC super qui a été proposé par Franck Ramu, donc vraiment à l'initiative de l'Éducation nationale. Donc c'est la psychologie pour les enseignants, qui est toujours d'ailleurs disponible sur la plateforme Fun gratuitement. C'est des contenus, après je ne suis pas objective, parce que c'était mon directeur de thèse, mais c'est vraiment des contenus qui sont très solides, très documentés. Et c'est vraiment pour s'en emparer dans son quotidien de travail. Ce n'est pas du tout déconnecté du terrain. Donc, il y a quand même des actions qui sont menées. On a envie de dire pourquoi c'est maintenant qu'on décide de former les enseignants à la psychologie, mais c'est aussi déconstruire des structures institutionnelles. Voilà, c'est très difficile de remonter dans les ESPE, les INSPE, et puis proposer des nouveaux cours aux futurs enseignants. Mais j'ai bon espoir que dans les années à venir, il y ait plus de sciences cognitives dans les programmes pour former les enseignants. Et puis aussi ce fameux apprendre à apprendre, que ce ne soit pas en études supérieures qu'on apprend ça aux étudiants, mais que ce soit dès la primaire. Et là, pour le coup, je lance un peu de bouteille à la mer, mais la balle est dans votre camp sur tout ça. Ok, merci Alice. On a encore 2 questions. La première, c'est davantage une remarque qu'une question. C'est un participant qui dit que ce que tu viens de dire lui rappelle les travaux d'Antibi dans les années 80-90. Et Nathalie Bonnet-Desjardins rappelle que les travaux, ça s'appelle la méthode ATOL, qui aide à travailler l'attention avec des élèves de primaire. Et il aurait été précurseur sur la valeur des tests récursifs, la distanciation, etc. Donc voilà, c'est davantage une remarque. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle filiation entre ces travaux et ce qui existe actuellement? Et puis une deuxième question, toujours de la part de Nathalie Desjardins-Bonnet, sur la possibilité, si tu travailles avec les CARDI dans les académies, les services d'innovation. Voilà. Alors, je suis moins spécialiste des travaux sur l'attention, mais je vois très bien ce à quoi vous faites référence. C'est les travaux de Jean-Philippe Lachaud, où lui, il est vraiment dans cette logique d'avoir créé des outils clés en main pour les enseignants, justement le dispositif ATOL. Il y a un autre dispositif qui est vraiment super, où c'est pour sensibiliser à l'exposition aux écrans et au sommeil chez les enfants. Le nom est très rigolo, ça s'appelle Mémé ton pige. C'est une chercheuse, donc c'est un petit personnage qui est une espèce de chenille un peu vieille qui a des lunettes, enfin vraiment mémé. Mémé ton pige, vous mettez ça sur Google, c'est Stéphanie Maza, la chercheuse qui a proposé ce dispositif. Et c'est hyper bien documenté, c'est très très clé en main. Et donc c'est toujours à l'initiative, comme vous le voyez, quand même, de chercheurs, plus que de l'éducation nationale. Donc ce sont ces chercheurs-là qui ont décidé de proposer, voilà. Donc c'est Stéphanie Maza. C'est vraiment des chercheurs qui ont décidé ça. Et je pense que voilà, c'est la raison pour laquelle il faut aussi leur donner du poids dans ces instances. Je ne dis pas qu'ils doivent tout décider, mais donc pour moi, c'est des initiatives voilà, que je valide amplement. Et en tout cas, dans le cas de Atoll, je sais qu'il y a beaucoup de satisfaction des enseignants. Et par rapport à la CARDI, alors oui, j'ai pu travailler avec celle de Paris. De temps en temps aussi, il y a des académies qui nous sollicitent.
Mais la structure dans laquelle je travaille actuellement, on peut être régulièrement sollicité par ou des académies ou des directions régionales pour faire des actions de formation ou des conférences. Donc, les CARDI, on a déjà été sollicité plusieurs fois par des CARDI, ouais, pour faire des conférences pour des enseignants. Ça arrive. D'accord. Merci Alice. Il y a visiblement pas mal d'intérêt pour ta mémé ton pige. Oui. Stéphanie a mis aussi le site internet sur lequel. Donc, de toute façon, tout cela, on les mettra dans les références, hein, Bruna. Oui, bien sûr. Tout ça, voilà. Et il y a également un rappel de l'un des participants du MOOC par Jean-Luc Berthier, les Cogniclass. Oui, aussi. Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais ils ont des formations sur Magister. Voilà. Donc voilà, c'est accessible par ce biais-là et c'est hautement complémentaire avec le MOOC dont je vous parlais, la psychologie pour les enseignants. Donc, tu as des remerciements de pas mal de personnes présentes. Donc, à moins qu'il y ait une dernière question, je rappelle juste que nous avons rendez-vous le 23 mars à 18h avec Jean-Marie de Ketteleux, qui est professeur à l'Université de Louvain, autour du thème de la coopération. Et ça sera la dernière séance de notre cycle de développement professionnel. À l'issue des 4 séances, nous nous engageons à mettre en ligne les vidéos que nous enregistrons sur Zoom. Et puis peut-être, Bruna, tu as des dernières recos, je pense, pour que tout le monde entende sur la fiche d'émargement. Non, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde et à dans 2 semaines. Donc. Au revoir. Merci à tous pour votre intérêt, qui je vois était important. Et évidemment, merci Ange et Bruna pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Et j'ai vu une question. Oui, on fait des conférences en province, tout à fait. Et même, on se déplace pour les faire. Mais je fais surtout des ateliers, en fait, où c'est souvent 1 ou 2 journées, où on a une période de REX, donc de retour d'expérience, où les enseignants, à la fin d'une journée, partent avec un engagement. Et puis après, on fait un retour d'expérience. Est-ce qu'ils ont pu le mettre en place? Y a-t-il eu des freins? Donc, le but, c'est un peu construire des petites mallettes pédagogiques. Voilà. D'accord. Merci. Au revoir.